Bonjour, bienvenue sur le forum du monde d'après. De quel leader le monde a-t-il besoin? Je suis Axel Nourin de Turning Point et je vais vous accompagner pendant ce webinaire. Alors, nous vous proposons pour participer d'utiliser les icônes qui se trouvent en bas de votre écran. Donc, vous avez l'icône Converser et l'icône Q&R pour les questions et réponses. Donc, vous pouvez sélectionner l'icône Converser, apparaît une boîte de dialogue que je vous propose de faire glisser et de laisser sur le côté de votre écran afin de pouvoir réagir lorsque vous le souhaitez. Vous pouvez penser à sélectionner en bas de cette boîte de dialogue à tous les conférenciers et les participants afin de partager entre nous. Également, l'icône Q&R pour les questions et réponses. Donc là, je vous invite vraiment à y poser vos questions que vous souhaitez voir traitées pour les moments spécifiques de questions et réponses un petit peu plus tard. Et je vais passer la parole à Fabienne. Bon, merci Axel. Donc, je suis Fabienne Michaille et l'équipe de Turning Point est vraiment très heureuse encore de vous accueillir aujourd'hui pour notre 3e conversation du Forum du monde d'après. Alors, notre mission, c'est de développer des communautés de leaders visionnaires, audacieux, responsables pour servir le bien commun. Lors des précédentes éditions, nous avions parlé économie et finances. Puis la semaine dernière, écologie et inclusion. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur du sujet, qui est le sujet des leaders. Et donc, en cette période que nous traversons, il nous a paru particulièrement nécessaire de mettre en lumière ce thème du leadership. Réfléchir ensemble et avec vous à nos modèles et à ce que nous avons envie de changer. Alors, c'est pour ça que nous avions défini ces 3 thèmes qui sont tous intimement liés. Et aujourd'hui, pour conduire les transformations que nous avons esquissées lors des précédentes conversations, transformation de l'économie, transformation de l'entreprise, transformation aussi de nos habitudes de consommateurs, eh bien, toutes ces transformations ont besoin d'être portées par des véritables leaders. Nous sommes tous des leaders, en fait, parce que nous avons tous à influencer, à convaincre, à motiver, à agir, que nous soyons en entreprise, dans une organisation ou tout simplement à notre compte. Alors, ces dernières années, un nouveau modèle de leadership émergeait qui était un petit peu moins pyramidal, qui était plus participatif, plus collaboratif, qui était aussi un leadership avec du sens ou qui cherchait à développer le sens dans les entreprises. Et tout cela, Emmanuel Malo nous en parlera, vraiment poussé par les nouvelles générations. Or, la grande question que nous avons envie de poser aujourd'hui, c'est est-ce que la crise ne rebat pas les cartes? Ne va-t-on pas revenir à un modèle plus dirigiste, plus contrôlant, plus pyramidal parce qu'il faut agir dans l'urgence? Eh bien, ce sont nos invités qui vont nous en parler et je laisse la parole maintenant à Olivier. Voilà, merci beaucoup Fabienne pour cette introduction. Effectivement, de quel leader le monde a-t-il besoin aujourd'hui? Voilà, pour ma part, je suis coach de dirigeants, cofondateur de Turning Point et c'est vraiment une passion, un plaisir d'accompagner tous ces dirigeants et équipes dirigeantes pour décrypter le monde de demain et encourager, inclure, mobiliser, engager des équipes dans cette incertitude. Voilà, alors aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'accueillir 3 invités voilà, qui vont nous partager, qui vont nous témoigner à la fois de leur expérience et de leur réflexion. Alors tout d'abord, Manuel Malo. Alors Manuel, vous êtes directrice du New Gen Talent Center de l'EDEC, donc le centre d'études sur les nouvelles générations et les talents de l'EDEC, mais aussi vous vous occupez donc finalement de l'aspiration de tous ces millennials. Comment voit-il l'entreprise? Comment se projette-t-il dans une carrière? Mais aussi, vous êtes directrice du bureau carrière de l'EDEC et donc vous voyez l'évolution de ces cadres. Et donc, vous nous parlerez tout à l'heure de cette aspiration, ce rapport à l'entreprise. Y a-t-il un désenchantement des jeunes générations face à l'entreprise et qu'est-ce que cette crise vient remettre en cause? Et puis également, Général Pierre de Villiers, alors on ne vous présente plus, vous avez été chef d'état-major des armées françaises de 2014 à 2017. Et puis, alors dans le cadre de votre carrière, vous avez mené des crises, vous avez géré des crises, des opérations extérieures, notamment différentes interventions, Barkhane, Sangaris à l'étranger, en Afrique.
et en Afghanistan également, Sentinelle en France. Voilà, et puis vous avez écrit deux ouvrages, Servir et puis Qu'est-ce qu'un chef récemment. Voilà, merci beaucoup. Quant à vous, Hubert de Borodon, après avoir fondé une banque de microcrédit au Chili, puis travaillé chez Rhodia, vous avez pris les rênes de cette ETI nantaise Armor en 2004 et vous avez mené une vraie transformation, voilà, très orientée vers l'innovation, vers un management que vous voulez humaniste et aussi dans une économie circulaire. Qui veut vraiment mettre le développement durable au centre de sa stratégie. Voilà. Et vous avez été aussi nommé dans la catégorie ETI stratège de l'année 2018 par les Échos. Voilà. En tout cas, merci à tous les trois d'être parmi nous. Et avant de commencer notre conversation, je vous propose tout simplement de faire un sondage tous ensemble. Et vous qui nous écoutez, tout simplement, est-ce que la crise que nous vivons, est-ce quelque chose de passager et demain tout va revenir comme avant? Ou est-ce que cette crise change durablement le leadership? Alors, vous pouvez, je te laisse, Axel, nous guider sur ce sondage. Oui, alors je vous invite à aller sur Internet, soit sur votre ordinateur ou avec votre smartphone, et aller sur le site menti.com. On va vous demander un code d'accès qui est le 34 84 92. Cette crise va-t-elle changer durablement le leadership? Voilà, Olivier, les premières réponses commencent déjà à arriver. Voilà, alors on voit effectivement une évolution. Merci de toutes vos réponses. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas en tout cas 90% pour oui tout à fait ou pour non pas vraiment. Il y a en tout cas pour l'instant une majorité autour de 47-48 à oui tout à fait. Donc il y a un vrai changement, mais ce n'est pas non plus d'une évidence absolue. Certains disent 16% non pas vraiment. Donc en fait, on peut être aussi un peu sceptique. Est-ce que vraiment, on ne va pas revenir comme avant? Voilà. Mais 40% dans ces chiffres-là disent quand même, ça va changer un peu. Oui, ce ne sera plus comme avant. Et donc, voilà. Alors, Axel, est-ce qu'on arrête là sur le sondage? Oui. Très bien. Écoutez, voilà. Donc, on était à 45 pour oui, tout à fait, 30 et quelques pour en partie, et puis 18 environ sur pas vraiment. Donc, c'est intéressant de voir cette perception. Alors, comme tu disais, Fabienne, nous avons nommé cette conversation de quel leader le monde a-t-il besoin? Nous n'avons pas dit effectivement de quel dirigeant le monde a-t-il besoin, parce qu'effectivement, leader, tu le disais à juste titre, nous sommes tous leaders. Nous ne sommes pas tous chefs d'état-major des armées ou patrons d'une ETI industrielle, mais nous avons tous un rôle à jouer là où nous sommes, dans notre écosystème. Et donc, nous avons une responsabilité à porter et donc des décisions à prendre, des relations à créer, des actions à mener. Et c'est la façon de mener ces actions, ces relations, de porter une vision sur le futur qui fait notre leadership, et notre leadership à tous, que nous soyons encore étudiants, engagés dans la vie professionnelle, voilà, parents d'enfants, à tous les niveaux, nous avons cette responsabilité. Et nous sommes appelés, de fait, à développer ce leadership qui est notre responsabilité. Voilà. Alors, pour commencer notre conversation avec vous trois, je voudrais juste demander à Manuel, vous êtes en contact permanent avec beaucoup de jeunes diplômés, et d'ailleurs, pas simplement d'une école de commerce, mais de toute forme d'études. Donc, le centre d'études étudie tous les profils de jeunes. Alors, comment, en fait, ces jeunes diplômés ont-ils vécu ce confinement, en fait, que nous venons de vivre? Parce que je voudrais peut-être, dans un premier temps, faire une sorte de relecture de ce temps de crise, de confinement que nous vivons,
pour ensuite aller nous projeter sur demain et après-demain, quel style de leadership. Voilà. Alors, Manuel, en fait, comment ces jeunes ont-ils vécu ce confinement par rapport au travail, peut-être par rapport à l'engagement en fait, qu'ils ont face à l'entreprise? On parlait de désenchantement des jeunes face à l'entreprise. Qu'en est-il vraiment? Alors, bonjour à tous. Alors effectivement, le New Gen Talent Center s'occupe de l'ensemble des jeunes diplômés, plutôt diplômés, donc pas l'ensemble de cette fameuse nouvelle génération, hein, mais plutôt des diplômés universitaires, grandes écoles d'ingénieurs, grandes écoles de management. Alors, pour répondre à votre question, ils appellent de leur vœu, hein, ces jeunes, une flexibilité dans leur organisation, à une non-séparation des vies privées et professionnelles. Et en cela, on peut dire qu'ils ont été servis. Dans ce confinement, les sphères privées et professionnelles se sont entrechoquées. Ils ont pu s'organiser. Et globalement, ils étaient probablement plus outillés que les générations précédentes. Et donc, ils l'ont assez bien vécu. Alors, lorsque le télétravail avait été instauré dans leurs entreprises, ils ont pu constater que les interactions sociales leur manquaient, qu'un certain nombre de pratiques à base de séances de créativité, post-it, ont pu aussi leur faire défaut. Mais globalement, ils ont surpassé assez facilement à ce mode de fonctionnement. Dans les entreprises où le télétravail a été instauré un peu sous contrainte et un peu rapidement, les premiers temps, ils ont trouvé qu'il y avait trop de management par le contrôle et trop de reporting. Et on sait que c'est une génération qui veut rendre un peu moins complexe ces entreprises et ce fonctionnement ne leur a pas convenu. Alors, très vite, les entreprises, cela dit, sont mis à faire beaucoup plus de réseaux, de transversalité que plébiscitent ces générations. Et ce fonctionnement leur a convenu. Ce qui est aussi intéressant, c'est pour ceux qui, malheureusement, ont été mis en chômage partiel, et même ceux qui étaient en télétravail et qui ont eu le temps de la réflexion. Et de la réflexion sur une question qui est essentielle, Fabienne l'a dit, qui est la question du sens et de l'utilité sociale. Question qu'on se posait tous, même dans les générations précédentes, mais qu'eux expriment de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus forte. Et cette question de l'utilité sociale, on a vu qu'on applaudissait à 20 heures ceux qui nourrissent, ceux qui soignent, ceux qui ont contribué à ce que le pays fonctionne dans cette période si spéciale. Et donc, beaucoup ont pu se poser la question, si on peut se passer de moi pendant 8 semaines, est-ce que mon travail a une utilité sociale? Est-ce que mon travail a du sens? Et c'est cette question qui est chez eux absolument fondamentale, de leur rôle et de leur utilité, de l'impact qu'ils peuvent avoir dans leur engagement pour l'entreprise, qui va se poser de façon certainement très aiguë quand tous vont reprendre, on va dire, un fonctionnement un peu plus classique. Merci Manuel, effectivement. Et on peut se dire aussi qu'en parallèle de cette habitude qu'ils ont, hein, du télétravail, par exemple, pour ceux qui démarraient dans la vie professionnelle, ça n'a pas été évident puisque les stages ont été pour certains interrompus. Ceux qui sont en CDD doivent se poser certains des questions. Enfin, c'est pas facile pour ceux qui démarrent la vie professionnelle dans ce contexte. Et à la fois, effectivement, c'est aussi une opportunité parce que c'est aussi une occasion, hein, de se poser des questions et de chercher vraiment l'essentiel de ce que l'on veut pour sa vie future. Alors, Hubert, vous avez vos équipes, hein, vous avez les usines qui tournent, le siège aussi, donc à peu près 2000 personnes en France, mais aussi à l'étranger. Vous êtes basé à Nantes. Au fond, comment avez-vous vécu, vous, Hubert, ces deux mois globalement de confinement avec vos équipes? Et est-ce que ça a changé quelque chose à votre management? Bonjour à tous. D'abord, c'est une vraie joie de vous retrouver ce matin. Oui, ces 2 mois ont été, je pense, un choc, comme pour beaucoup de dirigeants d'entreprise, dans le sens où ça nous met devant une grande incertitude pour le présent et pour l'avenir. Dans notre cas, la première étape a été un grand questionnement de se dire est-ce qu'Armor doit continuer à fonctionner ou pas quand il y a eu cet appel du chef de l'État à tous rentrer chez soi.
Et j'allais dire qu'on a été un peu déroutés nous-mêmes parce que c'était quoi notre fidélité à ce moment-là? Est-ce que c'était au nom de la sécurité sanitaire de faire rentrer tout le monde chez soi et donc d'arrêter l'usine et l'entreprise? Ou est-ce que c'était de tenir, sachant que Armor, si vous voulez, notre activité, on est fabricant de consommables d'impression pour imprimer tout ce qui est étiquette code barre et traçabilité de produits. Et très vite, il nous est apparu que notre activité était essentielle à la nation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de traçabilité de produits, s'il n'y a pas de code barre sur les produits alimentaires et les produits pharmaceutiques et les biens de première nécessité, on peut tout simplement ni les fabriquer, ni les vendre, ni les distribuer. Et donc, il y a eu un peu une tension interne de se dire, mais en fait, si on arrête au nom de la sécurité sanitaire, d'abord, on risque de mettre l'entreprise en péril, mais en plus, on risque de ne pas jouer notre rôle pour la nation. Et donc, j'allais dire que dans un premier temps, on a pris sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur en conscience, la décision de continuer l'entreprise. Et ce qui nous a fait demander notamment aux ouvriers de revenir travailler et d'appeler les cadres qui pourraient tous rester en télétravail, que certains d'entre eux, à commencer par moi-même et l'équipe de direction, nous restions en poste au bureau en solidarité avec les ouvriers qui étaient à l'usine. Et là est apparue j'ai une question éthique un peu fondamentale. C'était quoi? La question, c'était, ça veut dire quoi être solidaire? Est-ce qu'être solidaire, c'est tous rester chez soi au nom de la sécurité sanitaire? Ou est-ce qu'être solidaire, c'est aussi prendre soin du corps social, qui est l'entreprise, et de se dire que parce que certains sont obligés d'être près des machines, nous choisissons volontairement d'être aux côtés de ceux qui n'ont pas le choix, alors que nous pourrions faire un autre choix. Voilà. Ça a été j'allais dire, l'occasion d'un débat interne, parfois qui a pu être houleux parfois, mais qui a permis de dégager une ligne de force. Et j'allais dire ensuite, on a eu un soutien qui est venu de l'État, puisque par l'intermédiaire du préfet de région, le préfet de région nous a dit, nous demandons à Armor de tenir, parce qu'Armor est une entreprise essentielle à la nation, et donc ça nous a conforté dans notre option. Depuis ce moment-là, j'allais dire, on est dans à la fois une direction et un combat, parce que Armor est présent dans tous les pays du monde. Il y a des pays comme, par exemple, l'Inde a été complètement confinée, nos 2 usines ont été fermées, puis Singapour et la Colombie et l'Afrique du Sud. Et à chaque fois, nous avons dû nous battre de la même manière pour expliquer que ce que nous faisions était essentiel et qu'il fallait qu'on continue. Voilà. Donc, j'allais dire, ce que ça change aujourd'hui, pour moi, d'abord, je pense que cette crise nous révèle notre raison d'être encore plus. On se rend compte qu'une industrie comme la nôtre, en France, est utile, est essentielle. Peut-être avions-nous sous-estimé, j'allais dire, l'importance d'une entreprise, d'une ETI comme la nôtre. Et donc, j'allais dire, nous sommes restaurés, j'allais dire, c'est un grand mot, mais peut-être restaurés dans notre dignité d'industriel et d'entreprise, où sans nous, les soignants n'auraient pas pu avoir de produits de pharmacie et les citoyens n'ont pas pu acheter de biens alimentaires. Puis après, il y a des choses sur lesquelles on reviendra. On a réorienté une partie de l'entreprise plus directement au service de la lutte contre la pandémie, où par exemple, nous nous sommes mis à fabriquer des visières de protection pour les soignants, etc. On pourra en reparler. Mais j'allais dire qu'il y a une confirmation de notre raison d'être et de notre utilité. Et à titre personnel, je pense que je suis rentré dans une autre dimension de mon rôle qui est beaucoup plus un rôle de présence, c'est-à-dire être très présent aux personnes. Simplement aller voir les gens qui sont en poste de travail, leur dire merci d'être là, merci de votre fidélité ou d'avoir au téléphone ceux qui sont en télétravail aussi, mais de reconnaître la fidélité des personnes. Voilà, ça me paraît important. Et puis de transmettre de la confiance. Voilà, on pourra en reparler aussi, mais le rôle de transmetteur de confiance me paraît encore plus important aujourd'hui. Le contexte est complètement incertain. Il y a une chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer, c'est ce que j'appelle les relations des uns avec les autres. Et la qualité de relations que nous tissons les uns avec les autres dans l'entreprise, ça, c'est une chose qui dépend entièrement de nous et qui forge notre solidité pour l'avenir. Voilà. Merci Hubert, parce que ce qui est à la fois un peu la tension que vous vivez entre le besoin de distanciation physique et la nécessité de proximité sociale, de témoigner de cette attention, de cette solidarité pour ceux qui y travaillent. Et j'aime bien voilà, ce que vous avez vécu, parce que en fait, vous avez vécu collectivement cette question de notre utilité. Voilà. Ce que nous disions tout à l'heure avec Manuel individuellement, et je pense que nous tous qui sommes, certains soignants étaient
plus sur le front. Maintenant, ce sont plutôt les professeurs. Ceux qui étaient en télétravail, ça a été mon cas et le cas de beaucoup de gens qui travaillent dans les bureaux. Effectivement, la question peut se poser, comment je contribue à cet effort de la nation, comment je sers en fait mon pays en étant derrière un écran. Et, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça réinterroge vraiment le sens, l'utilité, pourquoi suis-je fait profondément. Alors, Général de Villiers, pour le coup, vous avez géré beaucoup de crises. Alors, souvent, on dit qu'il y a un leader de crise. Voilà. On a parlé de Churchill, qui a été un bon leader de crise, mais finalement, il ne s'est pas fait réélire ensuite par temps de paix. En revanche, De Gaulle, plutôt, a fait les deux. Mais est-ce qu'il y a pour vous un leader qui est fait pour la crise et un autre qui est fait pour les temps, on va dire, normaux, ou est-ce qu'un leader, en fait, s'il est leader, il doit faire les deux, en fait? Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis très heureux d'être avec vous. Je me réjouis que ce genre de débat ait lieu pour réfléchir à la façon dont on peut diriger, puisque quand on a cet honneur de diriger des personnes, hommes et femmes, il faut en avoir conscience et retrouver le sens des responsabilités et quitter les chemins du pouvoir qui sont aveuglants et qui amènent parfois à des erreurs graves dans le leadership. Bravo d'organiser ce débat parce que c'est un thème sur lequel on n'a jamais fini de réfléchir et tout dirigeant doit avoir comme qualité première, j'allais dire peut-être d'être un mendiant d'humilité, et réfléchir à ces thèmes en cette période me paraît fondamental. Je crois qu'il y a des leaders de crise et il y a des leaders de temps de paix. Oui, je l'ai vécu. Quand on a fait l'opération Serval, par exemple, pour partir de Bamako et aller chasser les terroristes jusqu'au nord, dans leurs repères au nord du Mali, il fallait prendre des leaders de mouvement, des leaders volontaristes, des leaders capables de faire ce raid et terminer les yeux dans les yeux dans les roches et dans le désert. Et puis après, il fallait prendre des leaders plutôt pacificateurs, capables de faire du contrôle de terrain et de passer de gagner la guerre à gagner la paix en favorisant le lien entre la sécurité et le développement. Eh bien là, c'est la même chose. La question qui va se poser, c'est que précisément, comme on est dans un monde qui a élargi les distances et un monde qui a raccourci le temps, nous allons aller de crise en crise. Là, nous sommes dans une crise sanitaire. Derrière, il y a la crise financière, la crise économique, ça c'est pour l'automne. Et puis après, la crise sociale qui risque d'être en France tout particulièrement un choc très brutal et peut-être dans certains pays des crises politiques. On peut imaginer derrière ces crises des crises migratoires, des crises en matière numérique, cyberguerre, etc. Et cette mondialisation va nous donner ce chapelet de crise. Et donc les chefs de temps de paix qui sont parfois nourris au lait technocratique, bureaucratique, devront apprendre à façonner les hommes dans l'incertitude et dans le brouillard de la guerre. Alors, moi, j'ai vécu cette période très sereinement parce que c'est vrai que les militaires, on a l'habitude des opérations extérieures, de partir 4 à 6 mois, coupés de tout, dans un univers de guerre. Bon, le virus, c'est un dur guerrier, mais enfin, c'est quand même pas un taliban ni un terroriste islamiste radical. Il est passif et c'est l'homme qui le transporte. Donc, j'ai vécu ça très sereinement, mais je me suis aperçu quand même que notre société n'était pas tout à fait prête à gérer ces crises, et singulièrement nos leaders. J'ai été extrêmement sollicité, je le suis toujours, sur ce leadership de crise, sur la façon dont on peut préparer le post-crise, comment retrouver une vision, c'est-à-dire du temps long, tout en gérant la crise, l'urgence du temps court et les décisions très concrètes à prendre, comme Hubert de Boisredon a été amené à les prendre. Je crois que ce lien entre leader de guerre, leader de crise et leader de temps de paix, il est très important. Et puisqu'on a la chance d'avoir Emmanuel Malot qui réfléchit à tous ces thèmes, je crois que dans nos écoles de formation, il faudra insister sur la gestion de crise
parce que j'ai noté quand même beaucoup de dirigeants assez désemparés par cette situation, par cette incertitude. Et c'est vrai que de la même manière, il faut insister sur le fait de remettre la personne au centre des préoccupations des dirigeants. Il faudra aussi peut-être les préparer à ces temps difficiles que nous allons vivre dans un monde en fusion et en confusion, dans un monde où il y a une crise de l'autorité dans nos sociétés démocratiques, l'individualisme qui a progressé, les hautes technologies qui changent quand même singulièrement la donne et les relations. Je crois que tous ces facteurs militent en faveur de cette réflexion sur ce leadership, à la fois capacité à transformer une organisation en temps de paix, mais aussi capacité à transformer dans les périodes de crise et de guerre. En tout cas, moi, c'est le fruit de mon expérience. Merci beaucoup, Général. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quels enseignements peut-on retirer de l'expérience militaire dans la gestion de crise, en termes de leadership, peut-être en termes de gouvernance également? Est-ce que, qu'est-ce que peuvent nous apprendre, notamment aux dirigeants d'entreprise, cette expérience des leaders militaires? Je crois que là, le problème qui va se poser dans les semaines et les mois qui viennent, ça va être de remettre tout le monde au travail et de retrouver la motivation, en quelque sorte, le sens du collectif, et puis recréer cette synergie entre les trois catégories que vous avez décrites, ceux qui ont télétravaillé, ceux qui étaient au chômage partiel ou qui ont été touchés par la maladie, et puis ceux qui étaient les premiers de tranchée, qui ont affronté le virus et qui ont continué à travailler dans leur lieu habituel. Alors, pour ne pas perdre de troupes en route, moi, je crois qu'il y a trois leviers que j'ai. C'est le fruit de mon expérience dans les différentes crises que j'ai abordées, crise intérieure ou crise extérieure. Le premier levier, c'est retrouver la fierté individuelle. Il faut que chacun, et on est tous chefs de sa propre vie, et on décide de son propre chef en quelque sorte, c'est ce que j'explique dans mon livre. La fierté individuelle, c'est retrouver son essentialité. C'est ce que Manuel Malo appelait retrouver du sens, son essentialité, c'est-à-dire je suis un maillon de la chaîne et sans moi, la chaîne ne peut pas avoir lieu, l'entreprise ne peut pas se développer et je suis essentiel, y compris au sein de mon pays. C'est très important parce que beaucoup de gens se sont retrouvés assez seuls, en particulier les plus pauvres et les plus petits, les plus fragiles, et il va y avoir de la casse. Ne vous méprenez pas. Nous, on a l'habitude dans l'armée des syndromes post-traumatiques, il va y avoir beaucoup de casse. Et les dirigeants qui n'ont pas à l'esprit en premier ce facteur vont aller vers de graves surprises. On risque d'avoir beaucoup de dépression, il peut même y avoir des vagues de suicides. Les gens ont perdu leurs repères pour certains. Vous savez, notre société était déjà fragile bien avant la crise sanitaire. Et la vague sociale que l'on va avoir à gérer va entraîner ces difficultés. Retrouver cette fierté. Je suis quelqu'un, je suis utile, j'ai retrouvé du sens. Fierté au service, bien sûr, du collectif, c'est le deuxième levier. Retrouver la cohésion qui crée la détermination, qui crée le courage. Il viendra, si nécessaire, et je le sais qu'il le fera, me chercher sous le feu, et je ferai de même. Chez nous, c'est consubstantiel à notre état militaire. Il faut retrouver ce sens du collectif. Et puis le troisième levier, c'est effectivement avoir des chefs à la hauteur, avec des qualités, les qualités nécessaires à la crise. La première qualité qu'on n'enseigne pas suffisamment, c'est le courage de dire la vérité, le courage qui crée la sincérité, le courage qui crée la nécessité de faire des choix, de décider, au lieu que le fruit ne tombe tout seul quand il est à moitié pourri de l'arbre, comme ça se passe trop souvent. Je crois que ce courage est essentiel. Ensuite, la deuxième qualité, c'est peut-être la passion, la capacité d'entraînement, l'audace. En temps de paix, il n'y a pas toujours besoin d'audace, on calcule les risques. En temps de crise, il va falloir être audacieux parce que certains gagneront et d'autres perdront. Et puis, la troisième qualité majeure, le leadership de crise, c'est être tourné vers les autres. Je ne vaux rien sur les autres, toute autorité est un service et la vraie richesse est chez les autres. Je dis souvent que cette phrase, la vraie richesse est chez les autres, devrait être inculquée dès notre plus jeune âge.
Moi, on me l'a appris dans l'armée. Le premier jour, quand j'ai couru, j'ai pris le sac de mon camarade qui n'arrivait pas à suivre et j'ai compris que la fois suivante, c'est lui qui m'aidera dans d'autres circonstances. Je ne vaux rien sans les autres. Je crois que ces trois qualités, ouverture aux autres, courage et puis capacité d'enthousiasme, d'optimisme, de volonté, quelles que soient les difficultés, les emmerdes qui volent par escadrille, comme disait Jacques Chirac, je crois que ces trois qualités sont fondamentales. Merci, merci beaucoup parce que voilà, le courage de décider, la passion, l'enthousiasme, l'entrain et puis ce collectif, faire confiance aux autres et voir cette autorité comme service, effectivement, c'est un vrai enseignement. Je peux dire aussi, pour accompagner beaucoup de dirigeants comme coach, que cette question que vous évoquez sur l'essentialité, effectivement, est le point de départ. C'est que si, au fond, et moi, c'est le témoignage de tous les dirigeants que j'accompagne, si on ne sait pas qui on est profondément, c'est-à-dire quelle est vraiment sa vocation, et cette crise a reposé cette question de mon utilité, à quoi je sers? Et je ne sers pas simplement pour augmenter le cours de l'action au prochain trimestre pour mes actionnaires. Il faut que l'entreprise ait un équilibre économique, c'est un moyen, mais quelle est la finalité? Voilà, et c'est vrai que au fond, ça implique un vrai questionnement sur soi. Voilà, donc merci de ces trois éléments. Je trouve qu'ils sont très intéressants et qui s'appliquent parfaitement au monde aussi de l'entreprise. Voilà, c'est le cas pour le monde militaire, mais je crois que c'est le cas pour le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez, Manuel? Comment ça résonne ces mots pour vous? Et finalement, de quel leader les jeunes ont-ils besoin pour vous aujourd'hui dans le monde qui évolue dans cette phase de crise et de perspectives qui sont face à nous? Alors, ça résonne tout à fait bien pour ces jeunes générations parce que quand ils décrivent l'entreprise, ils nous disent l'entreprise, c'est une aventure collective. Donc, on a souvent taxé d'être un peu individualiste, impatient. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est que cette entreprise, justement, fasse gagner ensemble, comme sur un terrain de sport ou sur une scène de spectacle. Et c'est un joli mot, et c'est leur mot d'aventure collective. Et ça illustre tout à fait ce qu'a dit le général de Villiers à l'instant. Alors, sur les qualités d'un leader, ils nous disent, comme l'a dit M. de Boisredon, ils veulent un leader qui les fasse progresser, en fait. Un leader qui à la fois leur donne confiance et leur fasse confiance, qui les développe. Ils sont très sensibles à la question du développement de leurs compétences, à la fois personnelles et professionnelles. Et ce leader-là va leur permettre d'oser. Et du coup, va leur permettre le courage dont on a beaucoup parlé. Donc, c'est vrai que c'est une grosse pression sur le leader. C'est à la fois un parrain, un coach, un mentor, tout rôle pour lequel il n'a pas forcément signé. Et c'est un leader qui inspire, qui donne la direction, donc le sens. Et en donnant le sens, il donne du sens. Et finalement, aujourd'hui, l'entreprise, on lui demande d'être pourvoyeur de ce sens parce que les pourvoyeurs traditionnels du sens, l'Église, l'armée, l'école, le pouvoir politique, on les a un petit peu effacés. Et c'est à l'entreprise de donner ce sens. Merci Manuel. Merci beaucoup. Est-ce qu'Hubert voulait rebondir là-dessus? Est-ce que ça s'applique finalement à l'entreprise? Oui, complètement. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter Pierre de Villiers sur ce que vous dites, sur le courage et sur le sens du collectif. Je pense que ce que Manuel Malo vient de dire aussi sur le fait de s'aider à progresser, je pense que je dirais en résumé que j'ai évolué dans mon leadership avec du temps et je pense que cette crise me confirme encore plus. Je pense qu'avant, j'avais peut-être l'image en tant que leader de devoir porter seul une vision en avant et de dire « suivez-moi ». Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que l'entreprise est une réalité collective. La vision de l'entreprise, en fait, est portée par tous. Que mon rôle est d'aider à la révéler, mais dans la confiance qu'en fait, chaque membre de l'entreprise porte la vision
que je porte. Dans le cas d'Armor, nous sommes une entreprise industrielle de haute technologie qui veut être utile à des enjeux de société. Bon. Comme la traçabilité des produits, mais aussi l'économie circulaire et également la transition énergétique. Cette vision-là, en fait, est portée par tous. Et donc, je peux, en tant que leader, m'appuyer sur le fait que chacun est porteur de cette vision-là. Et dans la crise, ça s'est révélé de façon très simple, par exemple, dans le fait que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, ce sont des membres de l'équipe qui ont eu l'idée de se dire, mais voilà, on a une usine de fabrication additive de matériaux d'impression 3D. On voit qu'il y a un manque de masques, un manque de visières, de protection, etc. Qu'est-ce qui se passerait si on osait faire muter notre outil industriel pour se mettre au service d'une économie de guerre, on va dire, qui est la lutte contre le coronavirus. Et on a en à peine 10 jours complètement converti notre outil industriel pour fabriquer maintenant 30 000 visières de protection pour les soignants. Ça a commencé avec l'Université de Nantes pour le CHU et les hôpitaux de Paris. Et aujourd'hui, on est en train de fournir la France entière et on a même le système de santé anglais qui nous demande des dizaines de milliers de visières. Et ça, c'est vraiment le fruit de l'initiative qui est venue des équipes en s'appuyant sur ce qu'ils ont compris et ce qu'ils reçoivent de la vision, la raison d'être de l'entreprise, et où en fait, il y a une confiance dans la capacité à entreprendre parce que cette vision est partagée. Et tout ça pour dire que je pense que le rôle du leader est un moment de dire cette vision que je porte, en fait, je crois que vous la portez aussi. Et donc, si chacun agit selon sa conscience et selon sa perception de la vision de l'entreprise, en fait, les entreprises, les initiatives peuvent se démultiplier avec une force absolument incroyable et où ce que pourrait être une énergie d'un leader qui va diriger tout seul, en fait, devient une énergie collective qui a beaucoup, beaucoup plus de potentiel. Et donc, mon rôle, là, devient à la fois d'encourager, de canaliser, de montrer une direction, mais d'agir sans cesse avec confiance que ce qui va jaillir des équipes sera juste. Et ça, je trouve très fort parce que souvent, on peut être tenté dans ce mantra du management collectif, voilà, des leaders qui vont être plutôt à dire « Allez, proposez vos idées, et je ne vois rien venir ». Et ce que vous nous dites là, Hubert, c'est qu'il ne suffit pas d'ouvrir l'espace, il faut aussi créer le contexte de confiance et d'authenticité parce que vous croyez vraiment en fait, que ce qui va sortir des équipes sera bon, sera efficace, va porter du fruit. Et je suis certain que cette confiance dans le collectif, ça se sent, ça se voit, et donc ça libère et ça donne des ailes pour proposer des idées nouvelles, quoi. Donc c'est vrai que l'un enrichit l'autre, probablement. Oui, et je pense que c'est accepter que ça vient en dehors de soi. Je vous donne un autre exemple. J'ai appris récemment que notre usine en Pologne, les responsables de l'usine ont décidé d'eux-mêmes de convertir l'usine de fabrication d'encre en usine de fabrication de gel hydroalcoolique. Je n'étais même pas au courant et on a plusieurs tonnes qui ont été livrées. Je l'ai appris après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ressentent suffisamment de confiance pour prendre une initiative sans demander la permission, mais parce qu'ils estiment que c'est juste et que c'est complètement en phase avec la raison d'être de l'entreprise et la direction globale que j'ai pu donner. Mais ils disent, voilà, en fonction de la direction que c'est donnée, nous estimons que nous pouvons agir sans avoir besoin de demander la permission. Et je trouve que atteindre ce niveau de synergie et de confiance réciproque dans une vision partagée, pour moi, c'est ce qui me rend le plus heureux comme dirigeant, j'allais dire, parce que je trouve que là, en fait, je suis souvent en train de contempler ce qui se fait, qui ne vient pas de moi, mais qui vient des équipes et que je n'ai qu'à soutenir. Alors, voilà, je ne sais pas quelle sera la vision de Pierre de Villiers de ça, mais j'imagine quand on est au combat, il faut aussi qu'il y ait sans doute cette confiance pour pouvoir prendre des initiatives. Il n'est pas toujours possible de demander au capitaine ou au commandant ce qu'on doit faire. Et donc, cette notion de confiance partagée me paraît absolument essentielle, en tout cas pour moi, dans cette vision du leadership. Merci beaucoup. Et est-ce que vous voulez… alors, en fait, c'est passionnant. J'ai aussi plusieurs questions à vous poser, notamment sur cette question confiance et incertitude. On va peut-être y revenir, mais je voudrais peut-être donner la parole à vous tous qui nous écoutez sur cette question, en fait. Et Axel, tu vas prendre la main. Je voudrais simplement
poser cette question. À votre avis, face à l'évolution sanitaire, sociale, économique, politique, de quel leader le monde a-t-il besoin? Alors, nous avons imaginé quelques réponses possibles, quelques tendances que Axel, tu vas nous lire. Oui, alors vous retournez sur Internet avec votre ordinateur ou votre smartphone sur le même site que tout à l'heure, menti.com, c'est affiché à l'écran, menti.com, avec un autre code d'accès, le 65 52 69. 65 52 69. Et là, vous avez différentes options pour répondre à la question, à votre avis, face à l'évolution sanitaire, sociale, économique, politique, de quel leader le monde a-t-il besoin? Et on vous propose de répondre avec 2 réponses. Alors, on va vous laisser un peu de temps pour… Voilà. C'est vrai qu'il faut se connecter, 65 52 69. C'est bien, on a déjà de belles réponses. Vous êtes en train de répondre en ce moment. En tout cas, plus authentique semble gagner les suffrages pour l'instant. Voilà, est-ce que c'est… on est plutôt plus authentique, plus collectif. Ensuite, et puis plus empathique, 14%, plus inspiré, plus stratégique et équivalent, plus compétent techniquement, plus fort. Alors, continuez à répondre. On va laisser ce sondage encore à l'écran, mais simplement, nous pouvons peut-être réagir là-dessus. Qu'est-ce que, en tout cas, c'est manifeste que ce besoin d'authenticité, voilà, est une réponse. Vous êtes un tiers à l'exprimer. Donc, plus authentique. Et je trouve que ça fait écho à ce que vous avez dit tout à l'heure, des managers plus en vérité, qui disent les choses, proches des équipes. Voilà, cette authenticité est plus collectif. Et tout à l'heure, Hubert, vous l'évoquiez, ce besoin de collectif, de faire confiance à d'autres, de ne pas croire que tout vient de moi, parce que je suis chef, je sais tout, mais vraiment de créer de la confiance et de permettre à ce collectif de grandir avec autonomie. Voilà. Alors, oui. Olivier, ça va dans le sens en fait des réactions hein, depuis le début sur le fil de conversation, où enfin, tout le monde a vraiment réagi beaucoup sur les 3 interventions, sur le sens pour les jeunes et pour les plus âgés aussi, sur le collectif avec des reprises sur la définition du vers de Boisredon sur la solidarité, sur des expressions aussi reprises beaucoup du général et de Manuel Malo, beaucoup de remerciements sur le courage du général. Donc, ça reflète bien les réponses aux questions. Très bien, voilà. Et je vois une réaction, moins d'ego, plus de collectif. Effectivement, en fait, se pose la question de cette… et que ce soit les jeunes générations, mais aussi, en fait, les plus âgés, toutes les carrières sont en train d'exprimer un besoin de… finalement, le chef, le leader, ce n'est pas celui par qui tout passe, qui est le centre de tout, mais plutôt celui qui crée un contexte favorable pour permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, de donner le talent qu'il porte, la vocation qu'il porte dans ce collectif qui se fait confiance. Donc c'est vrai que, est-ce que de fait ça remet en cause quand même un modèle qui a été pendant des décennies un modèle très contrôlant, je sais la réalité, je sais ce que l'on doit faire, je t'explique comment le faire et tu vas bien le faire, sinon tu seras mal noté, mal évalué. Comment est-ce que vous voyez en fait cette évolution? Moi, j'ai envie de demander au général de Villiers, en fait, pour qu'un chef soit exemplaire, en fait, et rassurant, en fait, doit-il tout savoir? Doit-il savoir le déroulé de l'opération? Doit-il donner la bonne réponse à tout le monde? Et j'oserais vous poser une question peut-être plus personnelle.
est-ce que vous, ça vous est arrivé de vous tromper au vu et au su de vos soldats? Voilà. Parce que est-ce que la confiance implique effectivement, on fait confiance parce qu'on sait que son chef ne va pas se tromper? Alors d'abord, si vous permettez, parce que c'est très compliqué comme thème et c'est très vaste, je voudrais revenir sur l'authenticité parce que ça me semble très important. Alors c'est un sondage sur un panel restreint, certes, mais moi je crois que ce sondage est représentatif de ce que pensent les Français. Vous savez, cette espèce de société de comédie humaine, si Balzac revenait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous écrirait? Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Cette société des éléments de langage, de la communication, on est dans la théâtralisation permanente, y compris dans cette crise. Ben, vous voyez, dans l'armée, on n'emmène pas 25 000 jeunes par an qui rentrent tous les ans. Des jeunes, vos enfants, vos fils, vos filles, de 18 à 25 ans. On ne les emmène pas jusqu'au sacrifice suprême avec seulement de la compétence, de l'expertise et des processus. Vous voyez, on les emmène par des tripes, de la passion, du courage, des valeurs, la France, la patrie. C'est tout ça qu'on a oublié parce qu'on a oublié la vérité finalement. Et l'homme est en train de redécouvrir par cette crise sa propre finitude. La mort est revenue au-dessus de nos têtes. Et beaucoup de jeunes, singulièrement, ont cette réflexion et cette honnêteté. Moi, si on contacte beaucoup avec les jeunes, on a une jeunesse formidable parce que je pense que par rapport aux générations précédentes, celle qui a connu 68 ou celle des cadras d'aujourd'hui, cette jeunesse se pose les vraies questions sur réussir ma vie ou réussir dans ma vie. Et je crois qu'ils préfèrent réussir leur vie. Et donc, je pense qu'il faut avoir cette réflexion et garder à l'esprit que la crise va changer les choses. Les gens vont se poser les vraies questions authentiques, en vérité, parce qu'ils redécouvrent que finalement, demain matin, ils peuvent attraper le Covid et disparaître. Et tout s'effondre. Ça, c'est très important. Après, sur le fait de se tromper ou pas se tromper, votre question. Moi, je suis très sportif et j'aime bien la course d'orientation. Vous voyez, dans l'armée, on en fait beaucoup. Et on travaille beaucoup la topographie parce que quand on est paumé, généralement, on perd. Et c'est l'ennemi qui nous surprend. Et c'est un très bon éducatif dans la vie, la course d'orientation. Quand on se trompe, il y a deux types de catégories. Il y a celui qui s'obstine et qui continue à aller dans la mauvaise direction. Et puis à un moment, il sort de la carte. Et quand il est sorti de la carte, il est paumé définitivement. On est un peu sorti de la carte, je trouve, souvent. Et puis, il y a celui qui se trompe, parce que tout le monde peut se tromper, et au bout de 100 mètres, il s'arrête. Et il se dit, oula, il y a un truc qui ne va pas, il fait son point de station, il se recale et il reprend la bonne direction. Ça m'est arrivé, comme tout le monde, de me tromper. Et dans ces cas-là, il faut mettre des capteurs, il faut mettre des contre-pouvoirs qui vous disent, mon général, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous devriez peut-être réfléchir avant de prendre telle direction. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, le chef décide. Notre monde de communication, notre monde de courtisanerie empêche ces contre-pouvoirs et cette vérité et empêche les chefs de considérer qu'ils peuvent se tromper. Je crois que cette crise va être une grande opportunité, un moment de vérité et on va, je pense, se poser les bonnes questions, en tout cas, je l'espère. Le président de la République a dit, à juste raison, plus rien ne sera comme avant, mais j'espère, à la condition que ceux qui gouvernent, dans les entreprises, dans les associations, dans les clubs de sport, dans notre société, partout, acceptent de se poser les vraies questions. Et si nous nous étions trompés un peu dans tel et tel domaine? Il faudra conserver le bien, le beau, le vrai de la société d'avant la crise. Et il faudra peut-être corriger les erreurs parce que la crise va accroître les défaillances, accroître les faiblesses. Elle ne changera pas fondamentalement, mais elle pourra amplifier les distances dans l'erreur, en quelque sorte. Merci pour cet exemple de la carte, de la course d'orientation, effectivement, sortie de carte. Je trouve que ça, accueillir disons, la contradiction de ses subordonnés,
demande de l'humilité, effectivement. Alors, Hubert, est-ce que vous avez, vous, des contre-pouvoirs? Est-ce que vous avez des collaborateurs qui vous disent, Hubert, non, là, je pense que ça, c'est pas dans la bonne direction? Moi, je souris parce que je pense que j'en ai partout. Je crois que ceux qui connaissent mon équipe, le comité de direction générale, sont surpris de voir que il est fait de personnalités qui sont opposées, qui n'hésitent pas à me dire la vérité, et parfois c'est déstabilisant. Mais je leur dis souvent, enfin, je dis souvent que c'est ma chance. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui est dans l'illusion sur ce que je suis. Parfois, parfois c'est houleux, mais comme je leur dis souvent, notre force n'est pas de penser tous pareil. Notre force, c'est d'être capable de recevoir nos complémentarités et nos différences comme une chance. Et à partir du moment où on est capable d'écouter chacun avec ses positions et d'arriver à une direction commune, bien qu'étant complètement différents, voire opposés, à ce moment-là, la décision qui est prise est extrêmement forte parce qu'elle représente, j'allais dire, la globalité des tendances et des perceptions de l'entreprise, comme la décision que nous avons prise de continuer. Ça s'est fait après un débat, ce n'est pas moi qui ai décidé juste de le faire tout seul. J'ai écouté chacun, j'ai écouté des positions différentes, j'ai pris la décision effectivement en dernier lieu, mais ça a été le fruit d'une saine confrontation. Ça, je crois beaucoup. J'avais posé une fois la question à un grand dirigeant d'entreprise, disant qu'est-ce que vous craignez le plus? Et il m'avait répondu, ce que je crains le plus, c'est d'être entouré de gens qui ne savent plus me dire la vérité. Et je pense que ça rejoint ce que disait Pierre de Villiers à l'instant, c'est fondamental. Je pense que si on a peur d'avoir des collaborateurs qui nous disent la vérité, c'est que sans doute, il faut qu'il y ait une petite clochette qui fasse ding-dong dans la tête en se disant on est en train de se tromper. Alors, peut-être d'ailleurs qu'on est avec les jeunes dans une bonne tendance, puisque Manuel, souvent on dit que les jeunes et les millennials n'hésitent pas à challenger en fait, leur chef, à dire ce qu'ils pensent. Parfois d'ailleurs, ça surprend les générations Quadra qui ont été plutôt, et Quinca, qui ont été plutôt très loyales à l'entreprise et qui sont surpris de cette liberté de ton. Alors Manuel, est-ce que finalement cette liberté de ton auquel aspirent les jeunes va dans le bon sens? Est-ce que ça va faire bouger le leadership? Ça va obliger finalement les leaders à changer de comportement? Et puis après votre réponse, on va interroger le public. Non, oui, vous avez raison. C'est vrai que souvent on me dit, mais en quoi les aspirations de ces jeunes générations sont-elles différentes des miennes de la génération précédente? Nous aussi, on voulait travailler dans une entreprise vertueuse. Nous aussi, on voulait qu'il y ait plus de diversité, d'inclusion, une responsabilité sociale, sociétale et environnementale, on peut en parler, plus forte vécue dans l'entreprise. Sauf qu'on n'aurait pas forcément osé le dire. Et en ça, vous avez raison, les jeunes, c'est peut-être l'aiguillon qui implique aussi et qui fait que les cadres et les générations précédentes osent dire beaucoup plus de choses à leur leader. C'est ça. Et c'est en ce sens, ça va bousculer tout le reste. Alors, Axel, est-ce que je crois que le public aussi a posé de nombreuses questions. Quelles sont les questions que nous pourrions Alors, j'aurais envie peut-être de commencer avec vous, Manuel Malo. Beaucoup de questions sur ce que vous avez dit au départ, hein, sur le sens, les jeunes, qui concernent aussi les autres. Il me semble que ce qui vaut pour les jeunes, la quête de sens, l'envie d'apprendre, la confiance, vaut aussi pour les plus âgés. Est-ce que ce n'est pas un désir humain pour tous ceux qui contribuent au bien commun, d'avoir ce même désir? Et puis peut-être pour compléter aussi beaucoup de questions sur les DEC et puis sur les grandes écoles. Est-ce que la typologie des élèves qui intègrent ces grandes écoles ne limite-t-elle pas les leaders de demain, et que font les écoles pour développer les soft skills et ce qui est nécessaire aux leaders de demain? Alors, donc sur l'influence que peuvent avoir les jeunes générations, on vient d'en parler sur les quadras, je trouve que c'est vraiment très fort parce que en effet, même les plus âgés osent aujourd'hui challenger leurs managers et leurs leaders. Sur les grandes écoles, elles ont beaucoup évolué et aujourd'hui intègrent des profils sans doute beaucoup plus diversifiés qu'il y a 15 ou 20 ans. Mais on est très soucieux de cette diversification.
C'est la raison pour laquelle on a mis en place des fondations pour permettre à tous, finalement, de pouvoir entreprendre ces écoles et qu'on ait une représentation sociale la plus équilibrée possible dans nos écoles. Et on est tout à fait conscient qu'il reste encore du chemin à faire. Sur la question de comment on les forme, il y avait le savoir à l'ère de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il y a eu le savoir-faire à l'ère industrielle. Ensuite, il y a eu les soft skills avec l'ère numérique, l'ère de la communication. Et aujourd'hui, je pense que le challenge des grandes écoles, c'est plus le savoir-penser. Et c'est ça qu'il faut qu'on continue de donner. Alors évidemment, encore ce fameux savoir-être, ces soft skills, bien entendu, c'est notre bataille quotidienne. On l'a vu, finalement, un manager plus technique, je crois que c'était 2% dans les réponses qu'on a eues tout à l'heure. Donc, bien entendu, ce savoir-être, mais aussi ce savoir-penser. Et à l'heure où il va être confronté dans nos entreprises et dans notre vie à cette intelligence artificielle dont on dit beaucoup, aujourd'hui, ce qu'on va attendre de l'homme, c'est bien de savoir penser et de faire que la machine plus l'homme soit plus efficace que l'un ou l'autre séparé. Et ça, c'est tout à fait le challenge de nos écoles. Et on y en rajoutera un qui est le fait de contribuer à l'intérêt général. On l'a dit en introduction, mais c'est absolument fondamental pour les jeunes lorsqu'ils quittent une entreprise et que lorsqu'on leur demande ce qui a été déceptif dans leur poste, ils nous disent « je n'avais pas le sentiment de contribuer à l'intérêt général ». Et on a eu quelques illustrations il y a quelques mois avec le manifeste pour un réveil écologique qui a interrogé aujourd'hui 64 dirigeants de grandes entreprises sur leurs responsabilités sociales et environnementales, qui a conduit récemment à une remise des diplômes d'une des plus grandes écoles françaises, à avoir la moitié de la promotion qui a porté un ruban vert, vert qui signifiait « je ne rejoindrai pas une entreprise qui ne soit pas vertueuse ». L'autre moitié de la promotion disait « si je les rejoins, c'est pour les faire changer de l'intérieur ». Donc voilà, aujourd'hui on a l'impression que les planètes sont alignées finalement, probablement, entre un mouvement d'aspiration des jeunes générations qui a rencontré des entreprises qui ont déjà commencé à intégrer des éléments extra-financiers dans la rémunération des dirigeants, qui ont commencé à réduire le nombre d'échelons hiérarchiques dans leur organisation. Donc, on a l'impression que les planètes sont alignées et que cette crise peut être un accélérateur, si c'est bien une opportunité, pour aller dans ce sens d'authenticité, on l'a dit, mais aussi de plus de courage. Plus de courage, plus d'authenticité. Merci en tout cas. Voilà. Challenge aussi sur les écoles qui forment les futurs leaders, voilà, qui ont aussi leurs responsabilités, comme l'entreprise, comme tous ceux qui contribuent à la formation des leaders. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Axel, est-ce que tu voudrais poser une autre question? Oui, une autre question sur peut-être le mode de travail en ce moment. On a beaucoup parlé du télétravail, on a parlé de l'environnement, du concept même du travail. On a aussi parlé de l'importance de donner les moyens aux salariés pour bien faire leur métier. Et quel rapport avec le leadership? Est-ce que le leadership n'est-il pas finalement façonné par les collaborateurs qui décident ou pas si le manager a du leadership? Alors, je ne sais pas si c'est une question plutôt pour le général ou pour Hubert de Boisredon. Je crois que ce n'est pas le subordonné qui décide, c'est bien le chef qui doit décider et c'est le chef qui donne le cap. La question qui se pose dans la crise comme celle que nous vivons, c'est que dans les organisations qui confondent la gestion de crise et le cap, la vision, il y a parfois un mélange des genres et tout remonte, tout est très concentré et du gel hydroalcoolique jusqu'au masque, ça remonte au patron.
je crois que chacun doit rester à sa place si on veut ordonner les choses, en particulier dans la crise, parce que, vous l'avez dit, il y a à la fois une accélération et une amplification de tous les phénomènes lorsque nous sommes en crise. Donc, le principe de proximité, là où sont les problèmes, doivent être pris des décisions, mais trouver les solutions. Le principe de subsidiarité, chacun décide à son niveau ce qu'il est en droit de décider. Et le chef se concentre sur deux choses finalement, la vision, le cap, la stratégie et la mayonnaise humaine, en particulier dans le cercle restreint de ses collaborateurs, tous unis ensemble pour quelque chose qui nous dépasse, l'entreprise, l'association, le club de foot, le pays, telle organisation, car nous ne sommes rien sans les autres. Je crois que c'est ça qui doit être remis en place. Nos sociétés ont trop été façonnées dans ma génération sur l'expertise, la compétence. Vous serez les techniciens du 21e siècle, la technologie, c'est très bien, ce ne sont que des moyens. Il faut que les dirigeants retrouvent la fin, soit dans la question quoi et pas dans la question comment, chacun étant responsable à son niveau. Saint-Exupéry a écrit des très belles choses là-dessus pour trouver les bonnes solutions. Je crois que on appelle ça maintenant la décentralisation, mais moi je crois plutôt au principe de subsidiarité et de proximité. Ordonner les choses, mettre de l'ordre, c'est très important, avec un équilibre à trouver toujours entre deux écueils. L'équilibre, c'est de la fermeté, parce qu'il n'y a pas d'ordre sans fermeté. Et dans l'armée, on a conservé cette rigueur, cette discipline, récompense, punition. Et puis, humanité, parce qu'il faut de l'amour. Vous voyez, je vais souvent dans les cités, voir les jeunes des cités. Il manque à la fois d'amour et de fermeté. Et c'est ce cocktail, cette ligne de crête, cet équilibre entre les deux qui créera finalement la synergie et les bonnes réponses par rapport à la question que vous posiez. C'est intéressant, ce cocktail-là, hein, de fermeté, humanité et humilité. Parce que c'est vrai qu'on pourrait être tenté de considérer qu'une forme de nouveau leadership, ce serait quelque chose de plus mouvant, plus position basse, plus je laisse faire. Et là, ce que vous dites, c'est différent. C'est le leader donne le cap, mais en même temps, créer cette mayonnaise humaine, comme vous le dites si bien, c'est-à-dire ce contexte de confiance mutuelle et donc de désir commun pour ce projet qui nous dépasse. Est-ce que, Axel, tu as une dernière question ? Oui, j'ai une question en lien et pour Hubert de Boisredon. Donc, en entreprise, pour justement le leader, est-ce que les rôles ne devraient pas bouger selon les contextes? Là, en ce moment, on est en situation de crise. Est-ce que les leaders habituels pourraient se mettre en retrait au profit de personnes plus adéquates et ce qui reviendrait à créer un collectif un peu plus spécifique? Ou alors, est-ce qu'il faudrait que les dirigeants réussissent à se mettre dans des postures différentes selon les situations? Je pense que ça rejoint un peu ce qu'a dit Pierre de Villiers avant, c'est-à-dire que tout dépend la manière dont on vit son leadership. Si le leadership est vécu seul, je pense qu'effectivement, en temps de crise, ça pose problème parce qu'on a besoin justement d'une agilité, que chacun à son niveau soit capable de prendre les bonnes décisions. Moi, ce que je crois, c'est que le leader doit s'appuyer vraiment sur ses équipes et constituer un collectif, mais en même temps, il doit garder le cap, bien sûr, mais en donnant vraiment confiance et en donnant un pouvoir de délégation dans ce principe de subsidiarité à ses équipes. Je ne pense pas que le leader doit se retirer en temps de crise, par exemple. Au contraire, le leader doit assumer pleinement sa responsabilité, mais le tout, c'est de différencier ce que j'appellerais l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, il est dans le quoi, l'accessoire est dans le comment. L'essentiel, par exemple, c'est de prendre la décision que l'entreprise va continuer parce que
notre entreprise est essentielle pour la nation et je décide, j'assume les risques, j'assume la critique aussi, de prendre cette décision. Je donne le cap qu'on va donner la priorité à la sécurité sanitaire au sein de l'entreprise, mais on décide de continuer et on ne bouge pas de ce cap-là, même devant la critique qui peut se faire à droite et à gauche, on tient. Et ça, c'est le rôle du leader. Après, sur le comment faire et comment organiser les choses, ce n'est pas à lui de décider les moindres détails. Voilà, donc. Hubert, et vous, est-ce que vous avez eu des doutes dans cette décision? Je pense des doutes, non, mais ça a été difficile. Le soir où le président de la République a dit nous demandons à tout le monde de rester chez vous, et le lendemain matin, à midi, tout le monde devait être chez soi. Quand à 10 h du matin, on a fait une réunion, qu'on a vu qu'il y a une certaine partie des gens qui étaient déjà partis parce qu'ils avaient décidé, suite à l'interjonction, enfin à l'invitation du président de la République, de ne pas être là. C'est vrai que ça a créé des doutes, puisqu'en fait, la question, c'est est-ce que chacun décide par lui-même ou est-ce qu'on reste un corps collectif qui va prendre une décision? Et il y a eu effectivement à ce moment-là des critiques que je comprends, c'est-à-dire de dire le président a dit qu'on doit tous rester chez soi, comment osez-vous dire que l'entreprise doit continuer? Vous êtes irresponsable. Et là j'ai clairement éprouvé ce qu'était le leader que je suis, qui a dû agir selon sa conscience et uniquement sa conscience, de dire je pense que Armor doit continuer de fonctionner. Point. Et ça a été... Là, Hubert, vous n'avez pas, entre guillemets, écouté le retour, vous avez pris une décision face à des critiques, face à des avis divergents, parce qu'en conscience, vous pensiez que c'était la bonne décision. Parce que je pensais que c'était une cause supérieure au service du bien commun et même au service de la nation. C'est-à-dire quand Pierre de Villiers tout à l'heure disait, voilà, en fait, ce qui va donner du sens, ou Manuel Malo disait, ce qui va donner du sens, c'est le fait d'être au service de plus grand que soi. Moi, j'ai perçu qu'être au service de plus grand que moi, que nous, c'était permettre à l'entreprise de continuer et qu'il y avait une ligne de crête possible entre sécuriser, assurer une sécurité des gens, assumer même les risques, peut-être de santé à certains niveaux, mais raisonner, et le fait de continuer. Et une fois que la décision a été prise, je ne l'ai jamais regretté. Je pense que c'est là où je pense que le leader, à un moment, ça doit être un homme de conviction. Le leader, il doit aller puiser en lui-même très profondément les raisons de son action. Je pense qu'il y a quelque chose que j'appelle la source, c'est-à-dire, en fait, quand on prend une décision, derrière la décision, la vraie question, c'est quelle est la source de ma décision? D'où part-elle? Quelle est la raison fondamentale de pourquoi j'agis? Et c'est là où ça rejoint l'authenticité. C'est que je pense que notre rôle de leader est d'expliquer pourquoi on a pris cette décision-là. Et on a passé beaucoup de temps avec les équipes de dire oui, on prend une décision qui est peut-être pas évidente, mais on le fait parce que nous pensons que ce que nous faisons au sein d'Armor est important aussi pour le pays et que peut-être vous ne voyez pas aujourd'hui exactement la raison, mais vous le verrez demain quand vous irez dans les supermarchés, vous comprendrez qu'en achetant des produits alimentaires, s'il n'y a pas de traçabilité et pas de code barre, concrètement, vous ne pourrez pas acheter les produits. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'une semaine après, on a eu des demandes de consommables d'impression pour fabriquer 1 million de bouteilles pour du gel hydroalcoolique. Heureusement qu'on était là pour fournir les consommables pour imprimer les codes barres, sinon ils ne pouvaient pas être vendus. Voilà. Là, vous évoquez finalement un discernement, Hubert, dans quelque chose qui est compliqué, qui était le président qui demande de rester, votre conscience par rapport à la responsabilité. Ça fait écho à ce que disait Manuel tout à l'heure sur savoir penser, comme un des critères aujourd'hui du leader de demain, savoir penser, pas simplement savoir faire, il en faut, pas simplement savoir être, il en faut aussi, très important, mais aussi savoir penser différemment et pas simplement de façon mécanique, mais avec aussi son cœur, avec sa conscience. Est-ce que vous avez, je dirais, vous nous avez déjà donné pas mal d'éléments, mais comment discerner en fait? Comment discerner ce qui est juste quand on est face à des ambiguïtés, des conflits, des paradoxes, parce que nous vivons cette crise et on sait très bien que demain, il va y en avoir encore d'autres natures. Général de Villiers, vous avez évoqué voilà, des crises sociales, des crises économiques, peut-être politiques dans certains pays. Face à la crise, le leader doit effectivement discerner. Comment discerner? Écoutez, un chef, c'est la rencontre entre
une personne, des circonstances et une équipe. J'aime beaucoup cette définition parce qu'en réalité, elle recouvre beaucoup de grands chefs de notre histoire. Regardez Delattre quand il a créé l'amalgame, regardez le maréchal Leclerc avec le sermon de Coufra, regardez Clémenceau, l'Union sacrée, regardez Churchill, vous en parliez, De Gaulle avec son appel. Une personne, des circonstances, une équipe. Pour discerner, il faut avoir ces trois facteurs et accepter que l'équipe constitue un maillon essentiel du discernement avant la décision et qu'une fois que la décision est prise, eh bien, elle est indiscutable et on passe à l'action. Vous avez raison sur ce savoir-penser. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et puis après, j'irai plus loin et ça va être un révélateur de la période à venir. Plus rien ne sera comme avant. Ok, moi, mon voisin, il est d'accord. Je discute avec lui, il est d'accord. Mais lui, il dit, alors on fait quoi maintenant? Et c'est là où Bergson disait, il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Il y a un moment où il faudra prendre la décision et ensuite agir, suivant un nouveau référentiel de normalité, en quelque sorte, en changeant de paradigme. Et la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va être individuellement et collectivement capable de changer de paradigme au niveau mondial, au niveau européen, au niveau national et au niveau de proximité? C'est ça la question qui va se poser. Parce que si on ne change pas de paradigme, on continuera à aller dans le mur en klaxonnant, en manœuvrant et en chantant, comme on dit dans l'armée. Et à un moment, le mur, ça fait mal. Ça se traduit par des millions de chômeurs et une grande difficulté. Donc, moi, je crois qu'il faut revenir à cette définition et que pour le discernement, il faut savoir puiser chez les autres l'inspiration qui fait prendre la décision et il faut avoir cultivé à l'intérieur de soi-même les référentiels, la source, comme Hubert de Boisredon disait. Je trouve cette terminologie excellente, qui fasse la bonne inspiration. Tous les grands chefs le disent. On ne cultive pas suffisamment l'inspiration. L'inspiration, c'est ce qui donne le bon discernement. Vous savez, aujourd'hui, nos dirigeants, ils sont construits sur la compétition dans les grandes écoles et sur l'intelligence. Ils ne sont pas suffisamment construits sur l'équilibre physique, intellectuel, bien sûr, affectif et, j'allais dire, spirituel. Cette capacité à se retrouver seul face à soi-même. Peut-être que le confinement, peut-être que l'époque actuelle avec la mort qui rôde, peut-être que tout ça va se remettre en place et qu'on va arriver à cet équilibre de la personne. En tout cas, moi, je suis certain que nous en sortirons plus forts. Chaque fois que j'ai été confronté à des épreuves, à des crises, à des guerres, à des moments difficiles, à des morts, il en est sorti toujours du bon, à la condition qu'on soit comme les judokas, capable de tirer la force de l'adversaire. Les grandes défaites fabriquent les grandes victoires. Merci beaucoup. Et pour rebondir sur ce dernier point, comment tirer parti de cette expérience de crise? Vous dites, vous espérez que ce sera apprenant. Je crois que l'expérience militaire, après une opération, vous avez toujours un temps de débriefing, de relecture de ce qui s'est passé. Je constate souvent que dans l'entreprise, nous sommes dans une action continuelle parce qu'un projet enchaîne l'autre, parce que ça n'est jamais terminé. Il n'y a jamais une opération qui débute, qui se termine et après, on fait débriefing. Finalement, apprendre à faire une relecture de ce qui s'est passé, se dire qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je laisse de côté. C'est un bel apprentissage pour développer cette maturité, cet équilibre que vous évoquez, à la fois affectif, à la fois spirituel et intellectuel. Je voudrais maintenant vous poser, à vous qui nous écoutez, une question auquel vous pourrez répondre sur le fil de conversation. Et vous êtes déjà nombreux à exprimer beaucoup d'avis. Quelle
nous écoutons, nous discutons avec nos trois invités. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? C'est-à-dire, quelles compétences, quelles qualités voulez-vous développer dans l'exercice de votre propre leadership? Voilà, puisque nous sommes tous leaders, qu'est-ce que cet échange suscite en vous comme envie, comme conscience de développer chez vous? Voilà. Je vous laisse répondre tout simplement et puis on va continuer au fond cet échange. Est-ce que, Axel, est-ce que tu veux nous reposer une question du public? Alors oui, une question qui peut tous vous concerner. Un conseil en fait pour les jeunes leaders en devenir, un conseil que vous auriez aimé avoir à 25 ans ou il y a plusieurs années, une chose que vous auriez aimé qu'on vous dise plus tôt, plutôt que de le découvrir plus tard. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise de manière claire, c'est important de réussir dans ta vie, mais le plus important, c'est de réussir ta vie. Et tu réussiras ta vie si tu mets le souci de l'autre, le souci de la personne, et en particulier le plus petit, le plus fragile, au centre de tes préoccupations. On a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Si on m'avait dit ça plus jeune, avant que je ne le découvre dès ma première responsabilité de lieutenant à Haguenau en 78, j'aurais progressé plus vite. On me l'a sûrement dit, mais je ne l'ai peut-être pas écouté, et en tout cas pas entendu. Mais je crois que ça, c'est un conseil utile. C'est super bien d'avoir la tête bien pleine, mais la tête bien faite, c'est encore mieux. Montaigne avait vraiment du bon sens. Et on cherche le sens, parfois, il est tout simplement dans le bon sens. Moi, du même ordre, je dirais, je pense que c'est important de dire que la vraie réussite, c'est d'être soi-même, à partir du meilleur de soi-même, ce qui suppose être à l'écoute de ses intuitions profondes et d'avoir le courage de mettre en place ce que l'on sent, que l'on doit faire profondément, même si cela va contre un concept du paraître ou d'une réussite externe. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de leaders courageux qui forgent leurs convictions sur ce qu'ils sont, sur ce qui est leur racine, sur ce qui est leur source, comme je disais, et pas de gens dont le seul but est d'avoir une carrière, un CV ou de gagner le plus d'argent possible. Et je pense que c'est là où les écoles aujourd'hui de management et les grandes écoles ont un vrai rôle. Est-ce qu'elles vont former les leaders de demain pour entraîner le monde encore plus dans une course effrénée, finalement, où on va tous vers le mur parce qu'en fait, la Terre est limitée et si le but, c'est de croître pour gagner plus, est-ce que c'est ça dont le monde a besoin? Ou est-ce que c'est d'aider nos contemporains à trouver un sens profond à ce qu'ils font, à vivre en harmonie les uns avec les autres et de construire un monde plus humain et plus juste? Voilà. Et je pense qu'il y a vraiment un choix de formation aujourd'hui à faire entre proposer une carrière simplement pour gagner ou un chemin pour être et pour devenir vraiment soi-même avec et pour les autres. Voilà, c'est ce que je dirais. Donc, écoutez votre intuition intérieure et suivez votre appel profond, j'allais dire, ce qui suppose effectivement d'avoir une vie intérieure, une vie spirituelle, d'être capable de se retrouver face à soi-même et de prendre du temps pour ça. Et si le confinement qu'on a vécu permet aux dirigeants et aux étudiants de découvrir un peu plus l'importance de se retrouver soi-même, je pense que ça n'aura pas été perdu. Manuel? Alors, c'est probablement le bénéfice de la vulnérabilité qui aurait été intéressant de mesurer, peut-être avant et après. Parce que cette crise, ça nous a montré cette vulnérabilité, ça induit forcément de l'humilité. Et du coup, aujourd'hui, ça nous ouvre à la possibilité du courage. Souvent, on dit que le virus va changer les règles du jeu. En fait, ça ne va pas changer du tout les règles du jeu. Ça va donner la possibilité aux leaders de les changer. Et donc, à nous tous, finalement, de changer ces règles du jeu. Donc, ça nous renvoie face à notre propre responsabilité. Et le leader qu'on souhaite tous être, c'est celui qui contribue à l'intérêt général et qui rend compatible à la fois la croissance et la responsabilité sociétale. Daniel, vous parlez de vulnérabilité. J'ai envie juste de vous interroger
pourquoi c'est si important de découvrir sa vulnérabilité. Et vous, quelle a été cette expérience pour découvrir votre vulnérabilité? Alors, je ne vais pas forcément raconter mon expérience, mais je pense que si on peut considérer que justement tout ce que vous dites sur ces jeunes générations, plutôt jeunes diplômés, plutôt qui réussissent tout, et si on pouvait les confronter plus vite à leur vulnérabilité, probablement que ça les ferait grandir et être des leaders à la fois plus authentiques, qui accompagnent plus leurs collaborateurs. C'est en ça que cette vulnérabilité est probablement à expérimenter le plus tôt possible finalement. Merci beaucoup Manuel. Nous arrivons bientôt au terme de notre bel échange, belle conversation. Alors, à ce stade, il serait intéressant tout simplement qu'on puisse se partager en fait comment cette conversation en fait fait évoluer mon leadership. Hein. Qu'est-ce que cette conversation vous donne envie de faire bouger dans votre leadership? Alors Axel, on est toujours sur Menti. Voilà, toujours sur menti.com, sur Internet, avec un nouveau code, le 90 98 61. Et donc là, on vous propose de mettre un mot. Qu'est-ce que cette conversation vous donne envie de faire bouger dans votre leadership? Certains sont très rapides pour réagir. Voilà, tous les mots là, arrivent au fur et à mesure, Olivier. Alors, je vois intuition, authenticité, courage, source, inspiration, confiance. Voilà, c'est très intéressant. Vous êtes en train d'y répondre. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Signe que cette question sur le leadership est une question qui touche beaucoup. Voilà, donc courage reste au centre, et puis suivi par confiance, authenticité, inspiration, humilité. Voilà, peut-être pour terminer, quelques mots, en tout cas de synthèse, et qui n'ont pas la prétention de résumer tout cet échange extrêmement riche que nous avons eu. Et merci profondément, Manuel, voilà, Hubert et Général de Villiers, de vos témoignages. Simplement, moi, ce que j'entends, ce que je retiens, c'est effectivement, Manuel, cette question autour du sens, que les jeunes générations effectivement veulent du sens, veulent être utiles à l'entreprise, et s'ils trouvent leur utilité, alors ils s'engagent. Ils veulent qu'on leur donne du sens, ils veulent créer leur propre sens, ils veulent avoir une direction. Que effectivement, il y a que cette crise va peut-être accélérer, alors même qu'on est dans une phase d'incertitude, peut-être accélérer ce besoin de faire changer le paradigme de leadership qui était effectivement très orienté, on peut dire, commandé, contrôlé et sanctionné. Voilà, peut-être dans une autre phase, ça n'est pas non plus laisser faire, que chacun devienne le chef de tout et que ça devienne le bazar partout, mais peut-être assumer chacun sa responsabilité, faire vraiment confiance à ce collectif parce que chacun a une intelligence, a un talent et comprend le sens, si du moins on travaille collectivement sur l'enjeu de demain, sur le sens de l'entreprise. Et donc c'est cette confiance envers les équipes que dont vous nous avez témoigné. Vous avez aussi, et cette confiance, elle est possible malgré l'incertitude. Vous avez beaucoup évoqué aussi cette question de savoir penser, le discernement.
peut-être un besoin de philosophie en fait dans la formation des leaders. Je vous avoue que c'est ma passion aussi, donc je l'évoque. Et comment être à la fois un philosophe leader, c'est-à-dire c'est pas celui qui pense à côté et qui laisse les autres agir, mais comment agir en pensant, penser en agissant. Vous avez évoqué la générale, la belle citation de Bergson, agir en homme de pensée, penser en homme d'action. Et puis, ça a été aussi toute cette question autour de la gestion de crise, cette tentation finalement de s'affairer sur des broutilles, sur des détails, et l'enjeu de laisser en subsidiarité chacun piloter, organiser, avoir de l'autonomie là où il est. En revanche, le responsable, on attend de lui de réfléchir à la fois à la vision, au futur, et à la fois de créer les conditions pour que chacun se sente en autonomie pour décider, pour agir. Voilà, et créer ce lien, cette empathie, cette proximité, cette attention aux personnes. Et tout ça, c'est nourri. Pour être capable de mener tout ça, eh bien, on a besoin de se construire personnellement. Vous avez évoqué cet équilibre spirituel, affectif, intellectuel, aller chercher sa source en soi, parce que c'est en fonction de cette source que l'on va pouvoir discerner vraiment ce qui est juste, et donc forger ses propres convictions. Et ces convictions, pour ne pas qu'on aille tout seul dans le mur, implique aussi de laisser des contre-pouvoirs, donc de se laisser confronter, challenger, on dirait en anglais, pour ne pas être tout seul à penser, mais accepter cette remise en cause. Et cela demande beaucoup, beaucoup d'humilité, on l'a évoqué ensemble. Voilà, c'était quelques éléments simplement non exhaustifs, mais en tout cas qui nous invitent à dépasser cette course infinie au toujours plus. Et cette expérience du Covid-19, c'est une expérience de finitude. Vous l'avez évoqué, la mort qui est là, la maladie, la peur et le stress de se dire est-ce que je vais y passer, est-ce que mes parents vont y passer. Cela nous ramène sur l'essentiel, au fond, de notre vie, de notre mission. À quoi je sers dans ce monde. Je ne suis pas juste pour finalement faire un job et avoir un salaire, ce qui est déjà bien, parce que c'est important, mais avec mon travail, je contribue à plus grand que moi. Et parfois, dans certains métiers, quand on est militaire, quand on est soignant, ça peut paraître assez évident. Quand on est dans un bureau, ça l'est peut-être moins, et c'est peut-être l'occasion de s'interroger sur ma contribution au bien commun, à ce qui va servir le collectif du pays dans lequel je suis, de la commune, de l'environnement ou du monde entier dans lequel je suis présent. Voilà, merci vraiment à chacun. Merci Manuel, merci Hubert et merci Général pour vos contributions vraiment très, très précieuses. Merci beaucoup. Alors Fabienne. Alors, merci Olivier. Donc, tu l'as dit, le fil rouge de toutes ces conversations, et ce que j'aurais envie de dégager, c'est finalement cette crise nous a permis de découvrir notre vulnérabilité, notre fragilité, les limites auxquelles nous étions confrontés. Et finalement, peut-être la phrase que je retiens, c'est recevoir dans ces conditions-là nos complémentarités et nos différences comme des chances. C'est ce que tu as dit, Hubert. Nous sommes complémentaires, nous sommes différents et c'est une chance et c'est une bonne nouvelle. Et donc, pour cela, je voudrais vous proposer, enfin vous informer en tout cas que nous préparons, les personnes qui ont travaillé au Forum du Monde de demain, à créer un lieu où on puisse mettre en œuvre ces 3 points que nous avons vus lors de ce webinaire, mais aussi lors des webinaires précédents: savoir penser, savoir être et savoir agir. Savoir penser, savoir être, savoir agir, nous l'avons dit largement aujourd'hui. Ça a été développé aussi lors des conversations précédentes. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est de vous tenir informés de ce lieu auquel nous sommes en train de réfléchir, où chacun pourra recevoir des inputs, donc peut-être nourri dans sa pensée,
savoir-être, donc des outils aussi pour s'interroger sur comment se développer personnellement, comment avancer dans son parcours de leader, puisque nous sommes tous leaders. Et enfin, savoir agir, parce que je crois que ce qui est ressorti de ces webinaires, c'est l'envie d'agir, l'envie de participer à la construction de ce monde de demain. Donc, nous vous tiendrons informés, nous avons vos adresses mail, et nous vous tiendrons informés de ce projet pour construire un monde plus juste, plus solidaire, comme vous l'avez tous dit aujourd'hui. Voilà, Fabienne, merci beaucoup de cette présentation pour la suite. Et vous savez que nous avons voulu que ce forum du monde d'après, avec ces 3 conversations, soit gratuit pour que vraiment le maximum de personnes puissent en profiter. Nous avons 3 partenaires, donc les Cafés Joyeux, et nous avions Yann Bucaille, la précédente conversation, également Nicolas Hulot, qui était avec nous également la semaine dernière, et puis Emmaüs, et nous vous proposons de faire des dons à ces 3 associations. Vous pouvez trouver le lien sur notre site internet ou bien aller directement sur leur site. Voilà, merci de votre générosité pour eux et construisons le monde de demain avec générosité, avec confiance, avec audace, voilà, pour servir le bien commun des générations futures. Voilà. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci à tous nos invités. Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant. Et très bonne suite. On reviendra donc vers vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Vous pourrez retrouver les vidéos et les replays de nos webinaires sur notre site internet et vous pouvez aussi suivre notre actualité sur LinkedIn. Merci.